Voilà, bonjour à tous. Au nom des coopératives agricoles Lundi de Suisse romande et des secteurs de la production végétale FENACO, j'ai le plaisir de vous souhaiter un bon visionnage de ce film. Ce film qui va relater notre visite finale de la plateforme d'essai mise en place ici dans la région de la Broye, magnifique région, malheureusement qui a été touchée hier soir par un orage assez massivement au niveau de la grêle. Heureusement, notre plateforme ici a été préservée de cet épisode, mais on a une pensée évidemment à toutes les exploitations qui ont été touchées de plein fouet pendant ces quelques minutes et qui ont mis à néant finalement tout un travail. Un merci particulier ce soir à Lundi Centre-Broye et à Lundi Broye-Vuillet qui ont mis en place et organisé cette soirée selon les règles en vigueur. Merci aux agricultrices et aux agriculteurs qui ont fait le déplacement ce soir. Mon nom est Jérôme Pradervin, je suis responsable Lindor pour la Suisse romande et j'ai le plaisir de vous accompagner ce soir. J'aimerais profiter de cette introduction pour faire un merci chaleureux à Madric Boigny qui a mis sa parcelle à disposition pour ses essais. Et puis, c'est un travail de longue haleine. Participe à tous les travaux, il faut être flexible, ça demande beaucoup d'engagement et puis on le remercie chaleureusement. Madric, j'aimerais te laisser maintenant quelques mots pour dire finalement qu'est-ce que tu retiens de cette expérience. Voilà, alors merci, moi j'ai juste 2-3 mots à dire. Alors c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de réaliser ces essais 2021. Je remercie LCB, UFA ainsi qu'Agroline et Landor pour la confiance que l'on m'a accordée pour présenter ces variétés de céréales. J'ai fait que de belles rencontres et j'ai beaucoup appris auprès de ces professionnels passionnés de grande culture. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont été présentes tout au long de cette campagne d'essai et tout particulièrement Christian Plancherel, Olivier Collier, Serge Binden et Bernard Pionel pour leur engagement sur mon exploitation ainsi que le suivi des cultures et leurs précieux conseils. Un grand merci à mon grand-papa René Balamant et à la famille Marchand qui m'ont transmis leur savoir-faire et m'ont aidé à relever tous les défis. Bonne continuation à tous et je vous souhaite d'ores et déjà de bonnes récoltes. Merci. Magnifique, merci Madric. Je crois qu'on a tous apprécié de collaborer avec toi. Tout le monde, c'est les retours qu'on fait. On a tous pu relever que tu étais vraiment passionné par le métier. Et puis c'est un plaisir pour tous les intervenants de cette plateforme de pouvoir compter sur toi. Merci. Donc on te souhaite déjà de belles moissons et puis tout de bon aussi pour les pommes de terre, vu que c'est quand même une culture importante au niveau de ton exploitation. Nous allons maintenant débuter ce film de visite. Vous aurez l'occasion de traverser les différents postes qui sont présentés ce soir. Le premier poste sera dédié aux différentes variétés qui ont été mises en place ici. On aura un poste ici avec le profil de sol par Sol Conseil. Vous aurez également un poste présenté par Agroline où il y a différentes variantes de systèmes de protection naturelle des plantes qui ont été mises en place. Et puis une petite information du marché des céréales par le GOF. Donc voilà, si vous avez des questions, sachez que vous pouvez en tout temps contacter vos conseillers techniques sur les différents sites web lindor.ch, smosufa.ch ou agroline.ch. Vous pouvez trouver votre personne de contact et puis le contacter par téléphone, par mail, comme vous le souhaitez. Alors on vous souhaite une toute bonne visite et à plus tard. Donc voilà, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce dernier live stream en Suisse romande pour notre plateforme de céréales ici à Vallon. J'aimerais vous parler de deux choses. Une nouvelle technique de traitement des semences qui s'appelle Thermosem exclusivement chez Semences UFA par le canal Lundi. Et après encore présenter les variétés qu'on a testées ici, une fois d'un côté en intensif avec fongicides raccourcisseurs et sur votre gauche, là derrière, des variétés, les mêmes variétés sans fongicides ni raccourcisseurs, donc en mode extenso. Si maintenant on revient sur ce procédé, qu'est-ce qui va nous permettre de faire ce procédé Thermosem? Thermosem, c'est un procédé qui va nous permettre de diminuer l'utilisation
de produits phyto, bien de fongicides pour le traitement des céréales. Donc si on regarde une fois le volume qui est utilisé comme fongicide pour traiter les céréales, si on part d'un chiffre de 23 500 tonnes de semences de céréales traitées ou bien semées chaque année en Suisse, dont 2300 tonnes de bio, utilisation de fongicides à 0,2 litres par 100 kg, ça nous fait un volume de 42 500 litres environ de fongicides qui sont utilisés pour le traitement des semences. Ça représente environ 5% du volume de fongicides suisses, donc ce n'est pas négligeable. Si on arrive à diminuer cette utilisation, on ira vraiment dans le sens du plan d'action de la Confédération qui cherche à diminuer l'utilisation de ces produits de synthèse. Pardon. Voilà. Qu'est-ce que ça nous permet, cette nouvelle technologie Thermosem? Ou bien les fongicides étaient utilisés principalement pour gérer des maladies. Donc une fois la carie ordinaire du blé, carie naine du blé, les moisissures des neiges ou bien aussi la septoriose feuille, septoriose épi. Ça nous permettait aussi de gérer le fongicide charbon nu de l'orge et du blé. Cette technique Thermosem, elle, va pouvoir gérer toutes les maladies qui se trouvent autour des semences de blé, comme justement carie et moisissure ainsi que septoriose, mais ne pourra pas gérer le charbon nu parce que la maladie se trouve sur le germe. Cette technique de traitement à la vapeur va permettre de gérer toutes ces maladies qui se trouvent autour. Donc on va passer les semences dans une machine qui traitera à la vapeur d'eau, donc entre 90 et 100 degrés pendant un certain laps de temps, donc de 2-3 minutes, et on aura de ce fait supprimé ces maladies et on aura des semences saines pour vous proposer. Le marché pour ces semences non traitées ou bien traitées à la vapeur est en augmentation, donc IP Suisse, la demande du consommateur est là pour le programme sans pesticides, donc sans produits de synthèse, soit fongicides sur la céréale, soit sans herbicides, sans insecticides, et aussi justement des semences sans protection phytosanitaire autour de la semence. Donc ce procédé-là, Thermosem, va nous permettre de répondre à cette demande. Si on s'approche un peu plus proche ici, on va pouvoir présenter ça d'une manière schématique. Donc les semences vont rentrer dans cette machine traitement à la vapeur, donc elles sont ici triées en avance, donc elles sont propres, il n'y a pas de résidus, des pailles, etc. Tout est supprimé. Ça rentre dans la machine, on voit toujours qu'il y a les champignons qui sont dessus, donc les pathogènes sont toujours sur les semences. Ça rentre dans la machine, la chaleur ainsi que la vapeur d'eau va enlever, va supprimer ces spores qui sont à la surface du grain. Le grain va sortir de la machine et là il sera propre. Par après on devra sécher cette marchandise parce qu'on sait bien qu'une fois qu'on a mis de la chaleur et de l'humidité sur du grain, il démarre son cycle de germination. Pour éviter que vous recevez des semences qui sont déjà germées dans le sac, il faut les ressécher et les refroidir pour qu'après elles soient de nouveau stables. À la fin, on se retrouve avec des semences qui sont vraiment indemnes de pathogènes en surface. Donc on gère vraiment les pathogènes en surface du grain et pas les pathogènes qui sont près du germe, donc ça c'est trop profond. Ici il y aurait des techniques alternatives, ça serait le bain d'eau chaude, donc il faudrait mettre ces semences pendant 24 à 48 heures dans un bain d'eau chaude à 40 degrés, mais ça c'est un processus qui techniquement n'est pas réalisable. Là on est sur quelque chose de techniquement réalisable et qui est déjà en fonction dans d'autres pays, notamment dans les pays nordiques, mais aussi dans les pays comme la France où il y a les premières installations qui sont en marche. Quels sont les avantages de cette technique Thermosem de semences UFA? C'est justement une fois on aura des semences qui sont exemptes de spores, on aura des semences exemptes de poussière, donc des semences très très propres, des semences qui ménagent le sol et l'environnement, donc on va diminuer l'utilisation de fongicides incorporés dans le sol, et surtout un point qui est vraiment important pour l'agriculteur, donc c'est lui qui est en contact, c'est un peu le seul qui est vraiment en contact avec ce produit phytosanitaire, donc une sécurité à l'emploi. Les agriculteurs qui savent qu'il n'a jamais un peu touché les semences dans son semoir pour égaliser, qui après a continué à semer, s'est gratté l'oreille, le nez, qui a peut-être fumé une clope, et là vous êtes en contact direct avec ces produits et c'est ça qu'on veut aussi vous éviter. Donc votre sécurité, votre santé nous est chère et on aimerait que vous puissiez utiliser des semences indemnes de maladies, mais aussi pour vous, sécurité à l'emploi. Donc là c'est vraiment les avantages prépondérants pour cette technique Thermosem de chez Semences UFA. Il y aura des variétés disponibles dès cet automne, donc la machine va être mise en route cet été et on aura du Montalbano, CH Nara, Barretta,
Hansvin, KVS Orbit et Balino qui seront disponibles en technique Thermosem pour les semis de cet automne. Ce qui est intéressant pour nous de voir dans ces essais, c'est de comparer. Donc il y a déjà beaucoup de notations qui sont faites sur les listes recommandées, mais quand même toujours de bien regarder quelle est la pression maladie, sécurité, résistance aux différentes maladies de ces variétés. Donc d'un côté, comme je l'ai dit, en intensif, un traitement sur la dernière feuille. Donc on voit clairement, quand on regarde dans ces blés, un Montalbano est très sain. Donc c'est vraiment en dernière feuille, pas trop de problématiques, hein, quand même responsable d'une bonne partie du potentiel de rendement d'un blé. Et si on regarde ici dans l'extenso, on voit clairement, ok, c'est un peu plus sensible et on a vraiment, pour nous, ça nous permet de juger. Certaines variétés sont plus fortement attaquées que d'autres. Dans la classe top, l'année passée, Montalbano ainsi que Nara ont été une grande partie responsable des semis, donc 28% pour Montalbano, 25% pour Nara. Et on aimerait un peu éviter qu'une grosse partie des semences ou des céréales se repose que sur 2 variétés pour cette classe. C'est pour ça que je vous propose de regarder une nouvelle variété qui s'appelle Barretta, qui a déjà été inscrite l'année passée. Il n'y a encore pas trop de semences disponibles, donc qui a représenté environ 10% des emblavures en Suisse, mais qu'on recommande de plus en plus aussi pour cette année. Elle a vraiment un bon potentiel de rendement, surtout aussi en extenso. Quand on regarde de ce côté-ci, maladie foliaire, très bon. Donc bon potentiel, bon résistance aux maladies, un peu sensible à l'averse ainsi qu'à la germination du pied. Donc peut-être freiner un peu les apports d'azote pour cette variété-là. On voit quand même qu'elle est assez longue par rapport peut-être à un Nara qui lui en extenso supportera un peu plus le pied au plancher par rapport à la fumure azotée. Barretta est une variété aussi intéressante parce qu'elle a été sélectionnée dans le cadre bio, donc c'est vraiment une variété issue d'une sélection bio, d'un programme de sélection bio. Donc ça aussi, ça explique pourquoi cette santé de la plante. Ce qu'on peut aussi voir, ce qui est intéressant, la couverture ici, la canopée, donc la couverture du sol est assez forte, donc les plantes qui sont longues, ça couvre bien le sol. Donc en procédé justement sans herbicide ou bien gestion mécanique des mauvaises herbes, là on voit au fond c'est vraiment noir. Donc il y a peu de potentiel de mosaïques qui peuvent lever par rapport justement à un Nara qui est un peu plus court et qui lui sera peut-être plus sensible à cette problématique de gestion de la mauvaise herbe alternative. Ici on part sur une variété qui s'appelle Diavel, qui peut aussi être intéressante, notamment pour les semis tardifs. C'est une variété alternative, ça veut dire qu'elle peut être semée soit au printemps, soit en automne. Donc, par exemple, si on a des conditions climatiques après la récolte de la betterave qui sont difficiles, donc récolter fin octobre, peut-être en un mois de novembre un peu pluvieux, etc. On ne peut pas trop rentrer dans les champs. Cette variété-là pourrait être une possibilité technique de se faire encore un semis au mois de décembre et avoir du bon potentiel de rendement. Diavel a une bonne résistance aux maladies, surtout rouille jaune et rouille brune, et la septoriose sur feuille. Rendement intéressant en extenso et est supérieur, comme Pietzner, est supérieur en conventionnel à Pietzner, par exemple pour tout ce qui est qualitatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Diavel a une meilleure qualité boulangère si c'est semé au printemps. Donc on a certaines demandes pour ce genre de blé, des semis de printemps, pour des blés de printemps pour vraiment de la très haute qualité. Donc Diavel, une variété intéressante comme blé alternatif. Là, une nouveauté, Cadlimo qui a été inscrite sur la liste recommandée pour la récolte 2022. Ses atouts pour cette variété, c'est rendement en extenso. Donc on voit vraiment ici en extenso intéressante pour le profil. Profil maladie, qualité boulangère, donc il y a tout qui est ouvert sauf la fusariose sur épi et germination sur pied. Donc attention si vous êtes dans un secteur avec régulièrement de ces problématiques. Ce qu'il faut aussi voir, c'est peut-être au niveau gluten humide ou bien protéines, cette variété-là est un peu limite. Donc attention aux agriculteurs qui ces dernières années avaient des problématiques, des malus quand ils allaient livrer au centre collecteur, mais Cadlimo disponible pour les semis de cet automne. Pietzner, variété aussi très intéressante qui est nouvelle, disponible pour les semis de cet automne et inscrit pour la récolte 2022. Donc ça c'est une variété avec une très haute qualité et teneur en protéines élevées et qui va au fur et à mesure remplacer les variétés comme Runal, Monilera qui étaient connues pour justement leur qualité, qui étaient demandées pour leur qualité. Donc là Pietzner, une variété très intéressante et qui paraît aussi très saine de ce côté-là. Pour finir, la classe top dans cet essai, on a la variété Nara.
Donc ça c'est quelque chose de connu, plus court sur pattes comme je l'ai dit, très sain aussi en extenso, donc variété qui peut s'utiliser dans les deux cas de figure, soit en intensif, soit en extenso. Je pense que cette année dans la classe top, il y a 3 variétés qu'on peut bien pousser, c'est Montalbano, CH Nara et Barretta, donc on a un trio qui va faire la course en tête. Dans la classe 1, quelque chose de bien connu, qui a un bon potentiel de rendement, c'est Hansvin, très joli blé, surtout en intensif, ça fonctionne bien. Ici on voit en extenso que ça appuie un peu déjà au fond là-bas, donc vraiment attention peut-être avec cette variété par rapport à la verse qu'on pourrait voir là-bas au fond quand on appuie un peu trop sur la pédale au niveau de la fumure azotée. Une variété qui est provisoirement inscrite sur la liste recommandée pour la récolte 2022 en classe 1, c'est la variété Campanile. Il y aura un peu de semences disponibles. Haut potentiel de rendement, surtout en extenso, donc on en voit vraiment des feuilles très très saines. Bon profil maladie, surtout contre la rouille jaune, et une sensibilité un peu plus élevée par rapport à la septoriose. Mais quand on regarde ici dans le blé, on voit vraiment une dernière feuille très saine par rapport à d'autres variétés qu'on a vues avant, notamment Forel qui est assez attaqué dans cet essai. Deux variétés aussi intéressantes pour un peu augmenter, diminuer aussi le risque justement d'être que sur une variété par classe, donc Hansvin en classe 1 qui est très fort, et on cherche justement des variétés supplémentaires pour diminuer ce risque variétal. Donc Campanile présenté avant, il y a Albal aussi, candidate à l'inscription sur la liste recommandée pour la classe 1, haut potentiel de rendement, surtout en extenso, même plus fort que Hansvin, bon profil maladie, un peu moyen au niveau poids à l'hectolitre, mais là aussi vraiment très joli blé qui paraît prometteur, un poil peut-être plus court qu'Hansvin, donc sensibilité à l'averse, à voir comment ça se présente par la suite. Une autre candidate à l'inscription Forteresse sur la liste recommandée, soit en classe 1, soit en classe 2. Donc dans les deux classes, on a deux variétés fortes, Hansvin, Spontane, et on aimerait un peu diluer ce risque de nouveau. Donc là, on a Forteresse, bon potentiel de rendement, très bon profil sanitaire, on le voit aussi ici, maladie du feuillage, blé barbu. Ça, il y a toujours des discussions, est-ce que c'est positif ou négatif? Donc c'est clair, dans les régions plus séchardes, les barbes restent longtemps plus vertes, donc plus résistants un peu à la sécheresse. Les barbes font aussi de la photosynthèse par rapport à un blé qui n'a pas de barbe. On parle aussi d'une certaine pouvoir dissuasif par rapport aux sangliers, donc ça gratte un peu plus. Les sangliers font peut-être un peu moins de dégâts dans les blés barbus, ça n'a jamais été trop vérifié, mais c'est des retours de la pratique. Dans la classe 2, je n'ai pas de blé à présenter spécifique, donc on connaît Spontane avec son haut potentiel de rendement. Par rapport aux emblavures de cet automne, on recommande de diminuer la classe 2, il y a bien du stock, il y a encore bien du stock de céréales classe 2, stabiliser en tout cas en Suisse romande classe top et classe 1 et augmenter la classe de blé fourragé. Voilà, ici on est dans la classe des blés fourragés, principalement variété Ponchon qui est bien poussé, qui est bien disponible pour ces semis. Un peu plus sensible à l'averse, donc c'est clair, c'est des blés plutôt à mener de manière intensive si on veut qu'il n'y ait pas trop de soucis de ce côté-là. Une variété qui nous paraît intéressante, c'est Campesino, qui pourrait être intéressante du fait qu'elle a un poil plus court, donc sensibilité à l'averse moins accrue. Elle a un bon profil vraiment sanitaire ici. Quand je regarde de l'autre côté, on est au remplissage du grain. On a vraiment des dernières feuilles très saines, donc vraiment c'est très sain, c'est un joli blé. Cette variété-là est déjà cultivée en France, donc elle a été meilleure inscription au catalogue français en 2019, donc intéressant. Très bon profil, comme je l'ai dit, sanitaire par rapport aux maladies, tolérant aux piètes inverses d'après les essais français, et une sensibilité au chlortolurant. Donc peut-être de ce côté-là, pour les herbicides, de noter ça, et à la rouille jaune. Donc si on a tout d'un coup des années rouille jaune avec une forte pression, à faire attention avec cette variété Campesino. Un peu de semences disponibles cet automne. Donc si vous êtes intéressé par cette variété, décidez-vous assez rapidement. Dilago, blé biscuit, c'est des blés intéressants sous contrat. C'était une variété qui au départ avait été plutôt choisie pour blé fourragé. Et puis au final, on s'est rendu compte que sa qualité
pour la biscuiterie était intéressante. Donc là, c'est une culture à avoir un contrat de production. Et ceux qui travaillent avec ça, méfiez-vous au niveau de la fumure azotée. On ne veut pas des biscuits qui sont élevés, on veut des biscuits très fins, donc des blés plutôt qui ne lèvent pas trop, donc il n'y a pas trop d'azote, une fourniture d'azote trop tard pour le remplissage du grain. Donc c'est vraiment à appuyer premier, deuxième apport et ne pas faire de troisième apport sur ce genre de blé. Potentiel de rendement très intéressant aussi pour cette variété. Donc j'en aurais fini pour les variétés sur cette parcelle-là. On a encore là au fond des tests avec des variétés hybrides qu'on veut toujours un peu comparer. On nous parle, ouais, c'est mieux que des variétés lignées qu'on a actuellement dans le programme. On s'intéresse à ce qui se passe, donc des essais en bande, et on va mesurer ces essais. Donc on va battre ces essais et les publier. Ils seront disponibles sur le site de la production végétale FENACO. Je vous prie de les regarder, je vous encourage à les regarder et de prendre les décisions nécessaires pour les semis de cet automne, notamment avec la technique Thermosem nouvellement disponible chez Semensufa. Merci pour votre écoute et puis je vous souhaite de belles moissons et une bonne suite dans l'année agricole 2021. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateforme FENACO Livestream du 22 juin 2021. Je m'appelle Raymond Christon et je suis chef ressort des centres collecteurs de Suisse romande pour FENACO céréales, oléagineux et matières premières. FENACO, en tant qu'acteur important sur le marché indigène et en collaboration avec 64 centres collecteurs Maxi, nous commercialisons les céréales fourragères, panifiables, graines oléagineuses et les légumineuses à graines qui nous sont confiées. Dès lors, il nous est important de vous communiquer nos réflexions sur les recommandations de semis pour la récolte 2022 et c'est avec plaisir que je vous le partage. Céréales fourragères. Pour l'orge fourragère, merci de choisir des variétés au poids hectolitre élevé. Pour le triticale, ne pas augmenter les surfaces et choisir des variétés résistantes à l'ergot. Pour le blé fourragé, la demande pour cette céréale est très importante et je vous encourage à augmenter les surfaces de blé fourragé avec les variétés Poncion, Sailor ou encore Spontane qui sont recommandées. Maïs grain, la demande est accrue, une augmentation des surfaces est souhaitée. Légumineuses à graines, il y a un gros potentiel de production tant pour les pois protéagineux que pour le soja fourragé. En production bio, toujours dans les céréales fourragères, il faut diminuer l'orge en bio-bourgeon et drastiquement diminuer en bio-reconversion. Pour le triticale et l'avoine, il faut diminuer dans les deux productions. Pour le blé fourragé, il faut augmenter le bio-bourgeon et maintenir le bio-reconversion. Et pour le maïs grain, maintenir le bio-bourgeon et diminuer le bio-reconversion. Pour les pois, la févrole, le soja et le lupin doux, on peut augmenter les surfaces tant pour le bio-bourgeon que pour le bio-reconversion. À présent, céréales panifiables. Blé classe top. Nous vous invitons à diminuer les surfaces de cette classe dans notre région de Suisse romande. Blé classe 1. Au contraire de la classe top, nous vous encourageons à cultiver des blés de la classe 1. Blé classe 2. L'augmentation de quantité souhaitée ces 2 dernières années pour la classe 2 a été atteinte très rapidement, ceci grâce en particulier à la capacité de rendement élevé de la variété Spontane. Donc, tout comme pour la classe top, nous vous invitons à baisser la production de blé classe 2 et d'augmenter les semis de blé fourragé. Les besoins en blé fourragé sont importants. Plus de 220 000 tonnes ont été importées cette année, en plus du déclassement de 25 000 tonnes de blé panifiable indigène. Le blé biscuit, le seigle panifiable et l'épeautre panifiable, pour ces 3 céréales, elles sont produites sous contrat. En cas d'intérêt, merci de contacter votre Londi afin de connaître quelles sont les possibilités de production. En production bio, il n'y a pas de production de céréales panifiables en bio-reconversion. En bio-bourgeon, il faut diminuer le seigle. Par contre, tant pour le blé panifiable que pour l'épeautre, ainsi que pour l'avoine flocon, une augmentation des surfaces est souhaitée. Oléagineux à présent. Pour le colza, la demande reste élevée. La quantité cible de 106 000 tonnes de production n'est pas atteinte et les inscriptions chez AgroSolutions sont toujours possibles jusqu'au 25 juin. Le besoin de colza HOLL est important et les prix
sont en progression déjà pour la récolte 2021 de plus de 10 francs. Tournesol. Une légère augmentation des quantités sous contrat a été obtenue pour cette culture et toutes les attributions sont distribuées. La convention cadre pour cette culture a reçu une quantité de 14 000 tonnes. Soja. La demande est en constante augmentation et la quantité contractuelle pour la récolte 2022 est de 7 500 tonnes et n'est de loin pas atteinte avec les 3 800 tonnes inscrites actuellement. Des surfaces sont encore recherchées. Les inscriptions tardives ou les augmentations de surface seront prises en compte. En production bio, il n'y a pas de culture d'oléagineux en bioreconversion. Les cultures suivantes sont soumises à un contrat de production, c'est-à-dire le colza classique et le colza HOLL, le tournesol classique et le tournesol HO, le soja tofu. La demande pour ces cultures est en augmentation, sauf pour le tournesol classique. Pour résumer, en céréales fourragères, la demande de blé fourragé et de maïs est importante. Pour les céréales panifiables, lors des années excédentaires, une partie de ces céréales pourrait aussi être vendue dans le canal fourrager. Cela dépend de la quantité totale récoltée, du niveau de qualité, du besoin de céréales panifiables d'origine suisse et de la réglementation des céréales importées mise en place par les autorités fédérales. Dès lors, il faut favoriser la classe 1 au détriment de la classe 2 et diminuer quelque peu la classe top et surtout privilégier la qualité. Pour les oléagineux, les attributions à ce jour de colza sont à 93 000 tonnes. Il est donc possible de produire encore 13 000 tonnes de plus. Pour le tournesol, c'est complet. Et pour le soja, il manque 50% de la possibilité de production à ce jour. Toutes ces informations et autres compléments, vous les retrouverez aussi dans la revue fin de juin 2021. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle saison, de bonnes récoltes et surtout la santé. Veuillez agréer les cordiales salutations de tous les collaboratrices et collaborateurs de Fenaco Céréales. Bien, bonjour, bonsoir messieurs, dames. Excuse-moi Anita. Moi, je vous invite à vous approcher un petit peu s'il vous plaît. Là vous verriez quelque chose mais pas tout si vous restez à 10 mètres. Donc approchez-vous seulement. Voilà, je ne sais pas, vous êtes tous originaires de la région ou bien il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin parmi vous? Tous d'ici. Villaret, c'est loin par rapport à ça, non? Ouais, je sais pas. Par loin. Ça dépend de la latitude. Ouais. Non, ben alors vous êtes de la région. Non, je pose la question parce que si vous veniez de ma région qui est la côte, ben on n'a pas l'habitude de voir ce genre de sol. C'est des sols plus superficiels où on a systématiquement du caillou et puis là, ben, il n'y en a pas. Donc c'est agréable en tant que pédologue parce qu'on bute moins sur les cailloux. C'est agréable au niveau des cultures parce qu'un caillou, c'est très favorable pour la gestion de l'eau, mais ça peut être défavorable en termes de profondeur utile pour les racines. Et puis là, bon, vous verrez que la limitation pour l'enracinement, elle est quasi inexistante. Le sol est profond. Ça veut tout simplement dire qu'en période d'été, en été sec, en année sèche, c'est des sols qui ont des grosses capacités de nourrir la culture au niveau de l'eau. Puis les années humides, comme celles qu'on vit, on avait un peu oublié que des années humides pouvaient se produire. Ben, les années humides, ça dépend tout en fait du sous-sol. Si le sous-sol draine, ça va bien se passer. Si le sous-sol s'engorge, là, ça peut créer des problématiques de croissance. Là, ça ne sera pas le cas. Dans la région, vous êtes sur une pédogénèse, donc la formation du sol, qui est de deux types principaux. Le premier, c'est le type molassique. C'est ce qui apparaît ici. C'est essentiellement un fond molassique qui est présent là. Mais vous avez aussi ponctuellement des sols morainiques. Alors, la différence entre molasse et moraine, vous la connaissez certainement. Molasse, vous avez une prédominance de particules fines, sableuses. Molasse, oui. Et puis moraine, vous avez une prédominance d'éléments grossiers, calcaires ou pas. Tout dépend d'où provient cette moraine, avec des fonds géologiques. On n'est plus dans le sol nourricier, on est vraiment dans le fond caillouteux, le fond qui gère l'eau. Des différences majeures, notamment en termes de drainage de l'eau en profondeur du sol. Voilà pour le topo. Très spécifiquement, ici, on n'a pas de cartographie vaudoise, plus précis, vaudoise ou fribourgeoise, puisqu'on a inclus du Vaud, du Fribourg en faisant peu de kilomètres dans la région. Les sols ici ne sont pas officiellement cartographiés. Donc chaque fois qu'on vient, qu'on fait un trou, on alimente une base de données, ou on cherche à alimenter une base de données qui servira pour les générations futures aussi à connaître les sols sans forcément avoir besoin de faire des trous pour les décrire. Ça ne remplace pas un profil de sol parce qu'au niveau de la parcelle, ça peut changer beaucoup.
mais au moins on aura une information à relativement long terme, une information sur les sols de la région, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Si vous consultez les cadastres pédologiques ou géologiques, vous n'aurez pas d'informations sur cette parcelle-là par exemple. Voilà, moi j'ai l'habitude d'écrire des profils de sol, peut-être vous un peu moins. Alors il y a des choses que je fais évidemment nettement moins bien que vous. Il me faut un volontaire pour faire une première description. Pas dans le détail, mais simplement pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas, rien qu'en le regardant comme ça au premier regard. D'après vous, c'est un bon sol, c'est pas un bon sol, c'est quoi la limitation, qu'est-ce qui peut poser problème? On regarde derrière nous, le blé est très homogène, il n'a pas l'air d'avoir des différences de culture, de croissance. Donc finalement, tout se porte bien ou bien il y a quand même quelque chose qui ne va pas? C'est toujours la première réponse qui est difficile, la deuxième ça va mieux. Par rapport à la culture, par rapport à l'effet de l'eau, voilà. Qu'est-ce qu'à votre avis, ce sol-là, c'est un sol adapté aux céréales? Oui. Ouais. Ouais, ça c'est le premier indicateur. Est-ce que c'est un sol adapté à la pomme de terre? La couche est quand même assez... La première couche est ouais. pas trop mal, c'est ça? La couche n'est pas trop mal, puis elle est brune foncée, ouais. Donc on a effectivement un horizon B, un horizon A relativement profond. Il n'y a rien qui vous choque? Le passage de cette couche brune foncée à la couche brune claire. Elle est nette, ouais, c'est rapide. Ouais, elle est nette, ouais, c'est ça. Ça lisserait facilement en dessous. Quoi. Ouais, alors c'est un petit peu, c'est à ça que je voulais vous faire réfléchir, hein, c'est à ça que je voulais vous faire venir. Donc ce qui apparaît très nettement, c'est cet élément tranché entre le brun foncé et le brun clair. Et puis cet élément tranché, il provient essentiellement du travail mécanique. Donc, globalement, les labours se réalisent à peu près systématiquement à cette profondeur-là, 26-28. Et puis temporairement, il faut aller creuser un peu plus profond parce qu'on a créé un petit peu une semelle, parce qu'on a une année un peu difficile, et puis on plante le soc un peu plus bas. Ou alors on fait une décompaction, en alternance avec un labour par exemple, et puis on crée cette zone intermédiaire. Donc si je vous la présente, vous pouvez aussi regarder après, je vous ai sorti des modes sur la table. Mais dans ces 10 cm là, vous avez une alternance des deux horizons. Vous avez déjà une inclusion de l'horizon A, le sol brun, nourricier, dans l'horizon profond. Donc c'est un bien démélangé, quoi. Alors voilà, ça c'est aussi ma deuxième question. C'est un bien ou c'est un méfait? C'est pas mal. Ouais. Pour aérer le sol, oui. Alors au niveau de l'aération, au niveau du drainage, s'il y a un problème sur une semelle de labour, c'est un bien. Au niveau de la fertilité du sol, c'est un méfait. Vous avez une dilution de l'effet fertilisant, vous avez une dilution dans 10 cm de plus des éléments nutritifs, vous avez potentiellement aussi une perte de calcium sur un sol qui, pour la petite histoire, est déjà en train de s'acidifier un peu. Donc créer de la porosité, c'est très bien au niveau de l'eau, c'est beaucoup moins bien au niveau de la dynamique élémentaire. Donc ces 10 cm là, ce n'est pas forcément un nouvel horizon A qu'on est en train de gagner, c'est plutôt une dilution de la fertilité qui est en surface par rapport à l'élément de profondeur. Donc ça c'est le premier élément, c'est cet aspect tranché, et l'aspect tranché se dilue légèrement, vous le voyez ici, il y a une inclusion claire dans du foncé, se dilue par rapport à un travail spécifique de sol. Chose un peu plus, c'est pas grave, mais disons pour lequel il faut faire attention, c'est que dès cette profondeur-là, donc dès 40 cm à peu près, vous avez des éléments d'hydromorphie. L'eau qui descend dans le sol s'arrête ou se ralentit fortement, ne draine plus en profondeur et stagne à ce niveau. Alors c'est ce que je vous dis, dans des années sèches, des années où on a besoin d'eau, cette hydromorphie de hauteur, relativement haut dans le profil, peut servir à la culture. Par contre, dans les années où on a un excès d'eau, on se retrouve très vite dans des situations asphyxiantes. Et là, on le voit très bien, vous avez sur cet élément-là un élément noir ici, donc ça c'est du... Voilà, il est tombé, je vais en retrouver un autre. Ça c'est du manganèse qui précipite. Alors ce manganèse qui est là, il n'est pas utile pour la culture. Il est en forme de boulette comme ça, il n'est absolument pas utilisable par les racines. Vous avez aussi des taches de rouille assez marquées, donc c'est déjà une hydromorphie assez forte pour laquelle malheureusement le sol peut subir cette contrainte hydrique. On aurait quelques cailloux là au milieu, on n'aurait certainement pas cette vision-là. Mais comme il n'y a pas de cailloux, il y a à peu près que de l'argile, des limons fins et des sables plutôt fins aussi, eh bien on a cet aspect massif qui se met en place avec, plus vous descendez, plus un aspect gris qui se développe, qui est en fait une forme de première gléification. Alors bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver en contact physique sur place ici sur cet essai. Nous vous remercions déjà pour l'intérêt que vous portez à nos essais 2021. On va faire un petit tour d'horizon par rapport à ce qui a été réalisé au niveau de la fumure sur cet essai.
Donc en premier lieu, nous avons réalisé un plan de fumure à Greenland. Ce plan de fumure nous a permis de définir de manière précise les besoins en éléments de base, c'est-à-dire phosphore, potasse et magnésie, tout en tenant compte des différents éléments tels que le type de parcelle, analyse de sol, etc. Donc ce qu'il faut dire par rapport à l'évolution, aux nouvelles réglementations au niveau fumure par rapport à l'OFAG, qui seront certainement mis en place. Il n'y a rien de défini pour le moment, mais ça avance fortement dans cette direction. Donc le fait de réaliser un plan de fumure restera toujours un élément essentiel dans le futur pour définir ses besoins et ainsi cibler le mieux possible les apports sur les différentes cultures. Ce sera toujours mieux approprié qu'un bilan qui fait état des besoins de manière générale de la globalité sur l'exploitation sans une répartition précise. Au niveau de ces essais par rapport à la fumure azotée, donc nous avons réalisé et nous avons prévu de mettre en place 3 interventions avec les apports d'azote. Dans ces apports, un choix d'une formule avec du soufre est toujours essentiel. En l'occurrence, dans cet essai, nous avons opté pour le nitrate magnésien soufré avec 24% de soufre, avec 24% d'azote, excusez-moi, 5% de magnésie et 7% de soufre. Donc c'est en règle générale le conseil qu'on donne sur l'ensemble des secteurs par rapport à ce choix au niveau d'une formule avec soufre. L'apport de soufre, ce qui est toujours important, c'est de savoir à quel moment on intervient, si on intervient en premier ou en deuxième apport. Dans le cadre de cet essai ici, donc vu la précocité de l'intervention, c'est-à-dire le 13 février, avec des températures qui étaient quand même assez basses, donc nous avons plutôt opté pour une fumure avec soufre en deuxième apport. Premier apport, nitrate d'ammoniac traditionnel, 27 plus 2,5 d'Mg, et un deuxième apport avec le fameux 24 magnésien soufré. Alors ça, c'est toujours la grande question qu'on se pose au niveau pratique, et puis les questions qu'on a souvent sur le terrain. Je dirais que, mis à part les éléments qui sont la température et puis la précocité, c'est clair que le fait de mettre cet engrais en premier apport n'est pas forcément faux. Ça permet évidemment de mettre à disposition de la plante les éléments soufre et magnésie, et puis surtout si derrière cette application vous avez une période sécharde, donc comme ça la plante est alimentée. Donc je dirais l'un ou l'autre à définir selon l'année, selon le procédé habituel et puis selon la météo par rapport à ce choix d'application. Le troisième apport a été réalisé avec du nitrate magnésien traditionnel également. Nous avons réalisé sur cet essai plusieurs pointages avec l'appareil N-Tester. Cet appareil N-Tester permet de définir la teneur en chlorophylle de la dernière feuille élaborée et puis l'application par rapport à une tabelle nous donne les unités nécessaires jusqu'à la fin de la végétation. Donc nous restons évidemment à votre disposition, l'ensemble des conseillers Landor, s'il y a une question, s'il y a des besoins particuliers par rapport à différentes cultures, pour essayer d'y répondre au mieux. Et puis dans cette attente, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne suite de visites avec les collègues. Merci. Approchez, approchez! Bienvenue sur le stand d'Agroline Service et Bioprotect sur l'essai biocontrôle au niveau du blé. Donc, moi je me présente Nicolas Bellon, je suis technicien agricole sur le secteur Broye-Vuilly et puis Gruyère également. Là aujourd'hui on est donc sur la parcelle de Madric Bonny, sur une variété de blé spontane sur lesquels nous avons réalisé des essais visant à trouver des solutions alternatives contre la lutte fongique, pour lutter sur les maladies fongiques des céréales. Pourquoi cette idée de partir avec des produits de biostimulation ou des engrais foliaires? Tout simplement parce qu'un agronome américain, John Kempf, a imaginé, a mis en place, a compris un peu le système de fonctionnement de santé des plantes et l'a synthétisé sous forme d'une pyramide, la pyramide de santé des plantes. Bien entendu que cette pyramide, on pourrait la retourner et la mettre au niveau du sol,
ce qui va se passer dans la plante et ce que je vais vous expliquer ne fonctionne que si on a un sol en bonne santé. La première étape importante, c'est la photosynthèse. Dans la grande majorité des cas, la photosynthèse des plantes fonctionne entre 20 et 25%. L'objectif de cette première étape, c'est d'amener la photosynthèse à 100%. Pourquoi amener cette photosynthèse à 100%? Parce qu'à ce moment-là, la plante va sécréter des sucres non réducteurs dans la sève et va ainsi pouvoir justement nourrir les exudats, enfin par les exudats racinaires, nourrir les microfaunes du sol. La photosynthèse, comment ça se passe? On a besoin de chloroplastes, hein, c'est ce qui va être vert dans la plante. Et pour faire des chloroplastes, on a besoin de magnésium et d'azote. Ensuite, pour complexifier ces chloroplastes et les tenir en place, on a besoin de fer. Le phosphore, il va plutôt servir au transfert d'énergie dans la plante au niveau de l'ATP. Et le manganèse est aussi un élément essentiel pour la photosynthèse. Si on arrive à avoir une bonne photosynthèse à 100% du potentiel de la plante, on va en préventif, enfin la plante sera capable de résister plus facilement aux pathogènes du sol, surtout aux maladies fongiques comme Pythium, mais également par rapport aux phytosphoras aussi sur les plantes. Donc ça, c'est la première étape, photosynthèse. Ensuite, la deuxième étape, c'est la synthèse. Donc si celle-ci est accomplie, on peut passer à la deuxième étape, c'est la synthèse complète des protéines. Donc là, l'objectif, c'est que dans la sève, on ne retrouve pas d'azote, mais on retrouve ni même d'ammonium, mais que ce soit simplement en protéines ou en acides aminés. Et pour ce faire, les éléments essentiels au niveau de la plante sont le magnésium, le molybdène, le soufre et le bore. On ne sait pas trop l'expliquer pourquoi, mais il a un effet aussi pour la synthèse des protéines. Voilà. Si justement dans la sève on ne retrouve pas d'ammonium ni d'azote, la plante va avoir une sève qui va être néfaste pour les insectes qui ont un système digestif simple, comme par exemple la pyrale du maïs. Donc là, c'est la deuxième étape, synthèse complète des protéines. L'autre chose importante aussi, si on ne retrouve pas d'azote, NO3- ou ammonium dans la plante, il n'y a pas d'atome d'oxygène au niveau de la sève. Du coup, le champignon, quand il va rentrer par les chloroplastes, il ne va plus avoir d'oxygène dans la plante et ne va plus pouvoir continuer sa course. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est la synthèse complète des lipides, où là, vraiment, c'est si les deux étapes d'en dessous sont complètes, où là, on va pouvoir avoir une résistance fongique de la plante. Et puis ensuite, la dernière échelle de la pyramide, c'est l'action sur les métabolismes secondaires, où là, la plante va pouvoir justement réveiller les gènes, c'est SAR, Système Acquise Resistance, que la plante va mettre en place et pouvoir vraiment en fait explorer tous ces gènes de résistance aux maladies et ainsi supporter mieux les maladies fongiques des céréales. Donc ça, c'est la base de notre réflexion du pourquoi en fait on a utilisé ces différents types de produits. Maintenant, l'essai qu'on a derrière, il est synthétisé ici sur cette grille. Alors, ce n'est pas une grille de loto, hein, il n'y a personne qui a gagné le kin, hein, mais c'est simplement pour vous faire voir que chez Agroline, l'objectif c'est d'avoir vraiment une base solide, une base de réflexion solide et scientifique. Les essais, on va les faire donc là avec 3 répétitions et 9 modalités. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'au rendement final avec la mini-batteuse pour caractériser le rendement, mais également aussi la qualité de la récolte. Au niveau des différents produits que nous avons utilisés, donc la modalité 1, bien sûr, le contrôle, le témoin, il faut bien se référer à quelque chose. La modalité 2, où on va retrouver l'azorgan, donc une base d'algues pour justement aider la plante à faire une photosynthèse complète. Le silifert, on a vu le fer qui était essentiel à la photosynthèse, et la silice qui, elle, va permettre justement d'une part de renforcer les parois cellulaires de la plante, et également d'avoir une meilleure efficience en eau et en phosphore pour la plante. Le traînaire, où là on est sur des acides aminés et peptides d'origine végétale. Et là l'objectif c'est d'arriver directement à la deuxième étape en fait, de travailler sur la deuxième
étape de la pyramide de santé des plantes. La modalité 3, où là on va travailler avec l'Azorgan silifert, comme le premier. On va retravailler avec le Trenair, donc sur la dernière feuille. Et là on a ajouté du sulfomag qui a un mélange de soufre et de magnésium. Le soufre avec son action fongique et le magnésium pour son action sur la photosynthèse. La modalité 4, l'Azorgan fautrelle. Donc le fautrelle, un engrais foliaire qui contient notamment du molybdène. On le voit ici dans la synthèse des protéines. Molybdène, soufre, bore, qui sont des éléments essentiels. Là, on va en ramener justement en foliaire. Le Trenair, toujours pareil sur la dernière feuille, avec le sulfomag. Ensuite, modalité 5, on va retrouver l'Azorgan fautrelle, Trenair, sulfomag, comme la modalité 4. Là, ce qu'on a voulu voir, c'est l'effet quantité. Sur la première, on était à 3 litres hectare. Sur la seconde, on est à demi-dose pour voir s'il y a un effet justement quantité vis-à-vis de ces solutions. Et puis ensuite, la modalité 6, où on va retrouver l'Azorgan, le Sulfo-S, un produit de chez Steller, 250 g de soufre, soufre élémentaire, donc en engrais foliaire, utilisable comme tous les engrais foliaires en extenso et en IP. Et ensuite le Trenair Sulfo-S. Donc ça, c'est pour la modalité 6. Pour la modalité 7, on va retrouver l'Azorgan et l'héliosoufre. L'héliosoufre qui est un soufre qui contient également des terpènes de pin. Alors malheureusement aujourd'hui en Suisse, il n'est pas encore homologué en céréales. Dans d'autres pays européens, on le retrouve homologué en céréales. C'est un produit qui est prometteur au niveau vraiment de l'efficacité, enfin, du côté fongique. Mais voilà, il est utilisé dans d'autres cultures, en vigne notamment. Avec l'Azorgan et le Trenair. La modalité 8, où là, on va vraiment retrouver, ça c'est vraiment la modalité plus, extenso plus, où on va retrouver l'Azorgan pour son complexe dalles nosodomium, le Sulfo-S, donc là, le soufre, l'apport de soufre 250 g hectare à 3 litres hectare, hein, donc 250 g par litre, hein, et là on l'amène à 3 litres hectare, et l'Arvento qui est une décoction de prêle. Donc là, la décoction de prêle, l'idée c'est d'avoir de l'acide salicylique, un peu de travailler en fait comme le bion, quoi. Vraiment là, on va travailler sur la dernière étape de la pyramide de santé. On va amener directement des métabolites secondaires pour que la plante, elle puisse en fait activer des protéines qui vont dégrader le champignon à la surface de la feuille. Et puis la modalité 9, un produit qui nous a été mis à disposition par une firme, le Plante Tonic, où là c'est des extraits de plantes. Honnêtement, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. L'objectif c'était aussi de le tester pour voir ce qu'il a dans le ventre, quoi. Alors, par rapport à toutes ces modalités, du coup, on a fait des premières notations. Au niveau maladie, dans le témoin, j'ai commencé à les noter. Hormis sur les F4, il n'y avait pas de maladie. Il y avait un petit peu de septoriose sur les F4. Ensuite, j'ai commencé à faire 2-3 autres modalités et je me suis arrêté parce que la maladie, aujourd'hui, dans cet essai, on n'a pas de maladie. Donc, on est allé travailler avec le N-Tester. Le N-Tester qui, lui, va va calculer en fait le taux de chlorophylle dans la plante. C'est peut-être un produit, une solution que vous avez déjà utilisée pour calculer justement le dernier rapport azoté. C'est la maison Landor qui l'a à disposition. Là, on voit qu'on a deux modalités, la 3 et la 7 qui ressortent. La 7 où on a l'Azorgan et le Trenair, et la 3 où on retrouve également l'Azorgan et le Trenair. Donc on voit vraiment que sur l'activité photosynthétique, sur l'activité des chloroplastes, le couple Azorgan-Trenair, il amène un plus. Ensuite, on a été aussi jusqu'à l'indice photosynthétique. Donc là, avec un appareil de mesure qui s'appelle le fluorimètre, qui est développé par un laboratoire en France. C'est une méthode d'analyse qui a plus de 30 ans d'expérience. Où là, donc le 1, c'est toujours le témoin, où là, sur l'indice photosynthétique, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a que la solution 2 qui ressort. C'est l'Azorgan silifert avec le Trenair sur la dernière feuille. Donc, pour conclure vis-à-vis de cet essai, que je vous invite à venir visiter parce que les panneaux vont rester quand même un petit moment, peut-être jusqu'à la récolte sur place. Donc, vous pouvez venir voir l'essai à Vallon. Moi, je me réjouis vraiment de battre cet essai pour avoir les rendements
financier, parce que le but d'AgroLine, c'est d'apporter des solutions pour la protection des céréales, qui est d'une part un retour agronomique, ça c'est une chose, mais qui est aussi un retour économique pour le producteur. Donc je me réjouis vraiment de battre cet essai, d'avoir les rendements, la qualité également, on va faire tous les tests, que ce soit zélénie, mycotoxines, tests panifiables pour hectolitres et autres. Voilà. Et je vous invite ensuite, une fois que la récolte sera faite, à venir consulter sur le site internet de la production végétale FENACO, à venir voir les résultats d'essai. Pour rappel, cet essai-là, on a également aussi 4 autres endroits en Suisse où il a été répété, pour vraiment avoir quelque chose d'homogène, de représentatif vis-à-vis de ça. L'objectif de ça, c'est aussi de pouvoir s'économiser les dernières molécules fongiques qu'on a de synthèse et de pouvoir justement allier le côté biocontrôle, peut-être en T1, et puis de sortir avec une triazole, une SDHI sur la dernière feuille. Et ainsi, justement, comme on n'a plus de produits de contact, la fin du chlorothalonil, limiter l'apparition des phénomènes de résistance. Toute l'équipe d'AgroLine Service est à votre disposition. N'hésitez pas, vous retrouvez nos numéros de téléphone dans l'assortiment choisi, Grande Culture et tous les autres assortiments choisis qui sont disponibles dans vos lundis. Je vous remercie et à très bientôt. Voilà, on arrive au terme de ce film, de cette visite. Au niveau de la plateforme, il va rester encore du travail, des moissons, analyser, estimer toutes ces différentes variétés. Donc il reste encore du job, effectivement. Olivier, tu as été le coordinateur de cette plateforme. Est-ce que tu peux déjà nous donner un premier bilan de cette aventure? Oui, alors effectivement, la mise en place des essais, c'est toujours un challenge organisationnel, surtout de trouver les personnes qui sont d'accord, déjà l'agriculteur qui est d'accord de s'investir et de prendre du temps pour mettre en place tout ça. Il y a tout le suivi, la fumure, là, donc il y a eu beaucoup d'intervenants, donc ça prend pas mal d'énergie. C'est toujours quand même très intéressant tout au long de la durée de la culture d'avoir pu apprécier le développement variétal, soit dans les premières semaines et à l'installation, soit maintenant à l'épiaison et au fur et à mesure de l'avancée de la culture, de vraiment pouvoir analyser de manière physique ces variétés, les différences. Et là, on attend, je pense, impatiemment le clou de ces essais avec la récolte et les pesages qui nous donneront des vraies informations concrètes sur ces variétés pour la suite dans le conseil agricole. Et le fait d'intégrer aussi à ces essais les landis et les divers secteurs de la production végétale FENACO, c'est toujours aussi une plateforme intéressante au niveau de nos connaissances et du partage global agronomique. Merci Olivier. Merci Olivier, merci pour tout le job. Merci à vous d'avoir suivi ce film. J'espère que ça a été instructif pour vous tous. Je vous rappelle que vous pouvez prendre tout un contact avec vos conseillers techniques, dont vous trouvez les coordonnées sur les différents sites, comme je l'ai dit en préambule, et au sein de votre lundi pour toutes vos questions. On vous souhaite tout de bon et une bonne suite. À la prochaine.